Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Boléwa Sabourin. J'ai eu la chance de rencontrer Boléwa en 2017 lors de la He4She Arts Week, première édition parisienne, organisée avec l'ONU Femmes et en partenariat avec la marque Corinne. Boléwa est un personnage, un homme extraordinaire, au parcours assez dingue, mais je vais lui laisser vous en dire un peu plus. Hello la communauté, on est super content de vous retrouver. Je vous présente Boléwa Sabourin. Bonjour. Que je suis ravie de recevoir aujourd'hui sur la chaîne Only Walk. Il va nous parler un petit peu de son histoire et j'avais envie d'avoir son point de vue. Comme vous le savez, pour moi, l'art et la créativité, c'est hyper important dans les questions d'engagement. Et je vous en dis pas plus, vous allez comprendre, mais son projet est juste dingue et il fait beaucoup de bien. Boléwa, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi ? Oui, bonjour Laura, merci de cette invitation, vraiment. Grand plaisir. Boléwa Sabourin, danseur, chorégraphe, 33 ans, Ouais. parisien, franco-congolais, cofondateur de l'association Loba, Ouais. qui veut dire exprime-toi en lingala, donc une des langues du Congo. Moi, je suis né à Paris, Ouais. d'une mère française, d'un père congolais. Et puis il y a un an, mon père m'a envoyé au Congo. Et puis je suis revenu à l'âge de 6 ans ici à Paris. Ouais. Puis après, j'ai grandi à Paris, mais aussi à Saint-Denis. Ouais. Puis en Martinique quand j'ai retrouvé ma mère. Ouais. Ça fait combien de temps maintenant que t'es à Paris en fait ? Avec les différents voyages. Avec les différents voyages, je pense 25 ans. 25 ans, ouais. Voilà, donc je sais pas si je peux dire un pur parisien, mais si, je pense que je suis un pur parisien. Tu l'es devenu un peu quand même. Ah oui, je pense que je le suis quand même. Boléwa est auteur, chorégraphe et danseur. Est-ce que tu peux nous parler de Loba et de comment tu puises dans la création et donc dans la danse pour faire du bien aux femmes ? Loba, ça veut dire exprime-toi. Ouais. Nous, en 2008, mon cofondateur et moi, William Jaboum, Ouais. on s'est rencontrés dans des salles de danse. Lui, c'était un danseur hip-hop et moi, un danseur de danse traditionnelle congolaise. Et en fait, je suis allé prendre un cours de danse hip-hop et il était là-bas et petit à petit, je suis resté à ce cours, on s'est fait potes. L'année d'après, on décide de partir aux États-Unis avec un autre pote à New York parce que voilà, on était en plein boom du hip-hop et c'est quand même le pays du hip-hop. Le cœur du hip-hop quoi. C'est quand même, tu vois, tu peux danser dans la rue, les gens ils te calculent pas, ils sont là ou ils te félicitent. Alors que là, ici, quand tu danses dans le métro, t'as tout le monde qui te regarde comme ça en mode il est à moitié fou, tu vois. C'est clair. Et du coup, on est parti là-bas, et là-bas, en fait, William a perdu son portefeuille à l'aéroport à l'arrivée. Ok. Et moi, on dormait chez son oncle, Ouais. on vivait chez son oncle qui habitait là-bas. Je lui ai dit, frère, en fait, mon argent c'était le tien, parce que en fait, cet argent-là, tout serait parti dans le logement si tu n'avais pas été là. Donc en fait, ce qui est à moi est à toi, et donc on a fait moite-moite, et on s'est découvert en fait, comme d'hab, on se découvre dans la galère. Dans la galère. Et quand on est rentré, on est devenus les meilleurs potes. On avait déjà des meilleurs potes, mais on est devenus vraiment hyper soudés. Et ça nous a tellement renforcés qu'on a continué à échanger et on s'est dit qu'on voulait mélanger tout ce qu'on avait. William faisait des études en éco, Ouais. moi j'étais animateur et professeur de danse. Bref, tout ça a fait que on s'est dit à un moment, tiens, on va lancer une association qui va pouvoir refléter notre image, c'est-à-dire une image pluriculturelle où on y retrouve aussi bien du hip-hop, de la danse congolaise, mais aussi ce que faisaient nos autres potes, c'est-à-dire de la photo, du rap, tout un tas d'arts qui faisait que chacun avait sa petite communauté. Ouais. Et ces communautés-là ne se rencontraient pas. C'est-à-dire que les gars qui faisaient du rap et les gars qui faisaient du rock avaient des communautés différentes qui ne se croisaient jamais. Et donc chaque année, Loba faisait un événement où il y avait du rap, du rock, de la danse congolaise, du hip-hop. Et du coup, tous ces publics se mélangeaient. C'était un vrai melting pot. Et on a fait ça pendant 4 ans.
Au bout de 4 ans, on s'est essoufflé, parce que nous, on avait quoi, à l'époque, on est parti, on avait 21 ans et 19 ans. Donc on était des gamins, puis chacun a continué un peu à l'épuiser à gauche à droite, mais nous on était potes avant l'OBA, donc du coup on se voyait tout le temps, mais par contre l'OBA était un peu en train de s'essouffler, et puis tranquille. Et puis bon, on se prenait pas plus la tête que ça, on se disait pas c'est fini, et en même temps on se disait pas ouais, il faut absolument qu'on fasse quelque chose de l'OBA. Qu'on fasse quelque chose de l'OBA. Et puis en 2015, William, lui, est allé jusqu'au doctorat. Donc il a eu son doctorat en économie. Et moi, j'avais repris des études en sciences politiques à Paris 1. Et puis à côté de ça, je travaillais dans une association d'égalité des chances. Et j'avais eu mon master en sciences politiques. Donc là, on finit tous les deux, synchronicité. On a nos diplômes en même temps. Donc à ce moment-là, on sent qu'on a envie de relancer l'OBA. Donc moi, je quitte mon boulot. William, lui, il a fini son doctorat, donc il continue sa route, mais en tout cas, il a un peu plus de temps que les dernières années avec son doctorat. Et donc ça, on est en 2015, et en 2016, on rencontre le docteur Denis Mukwege, le 8 mars 2016. Comme prix Nobel. Qui est devenu prix Nobel 2 ans plus tard, mais ça, nous, on ne le savait pas. Non. On le rencontre à l'hôtel de ville de Paris, qui faisait une conférence et disait que les femmes avec qui il travaillait n'avaient pas pour habitude de se raconter auprès d'un psychothérapeute ou un psychologue. Peut-être leur dire, parce que je ne sais pas si tout le monde de ma communauté sait qui est Denis Mukwege. Alors le docteur Denis Mukwege, c'est un gynécologue obstétricien qui est congolais, qui soigne des femmes qui sont victimes du viol comme arme de guerre depuis plus de 20 ans. Donc lui, gynécologue, les répare physiquement, parce que le viol comme arme de guerre, c'est vraiment une souffrance aussi bien psychologique que physique. C'est avant tout d'ailleurs une souffrance psychologique, parce qu'en fait on introduit des objets contendants dans l'appareil génital des femmes, et ce qui fait qu'elles ont des séquelles physiques énormes que le docteur lui répare, mais en fait cette arme elle est utilisée pour faire fuir les populations, donc elle est utilisée pour atteindre la psyché de ces femmes, mais surtout pour faire peur autour. Faire peur aux gens. Parce que souvent ils le font devant tout le village ou devant des femmes, enfants, devant les enfants, les maris surtout. Donc ce sont quasiment que des femmes qui sont victimes de ces viols. Et du coup, qui a envie de voir sa mère, sa sœur, sa femme, son ami se faire mutiler de cette manière. Donc la population fuit, et ensuite les entreprises d'extraction minière, elles, ont toute la latitude pour pouvoir extraire notamment le coltan, parce qu'il n'y a plus personne, et créer des carrières minières. Et en fait 80% de la richesse mondiale de coltan, c'est un minerai qui permet de créer des condensateurs. Ces condensateurs vont pouvoir stocker la data, et la data, c'est la révolution numérique. Donc on fait fuir des personnes de leur village pour pouvoir extraire la matière première pour créer ces condensateurs. Et ensuite, derrière, c'est la révolution numérique. Vous avez vu qu'en l'espace de quelques années, on est passé du 3310 au X, je sais pas combien, qui stocke je sais pas combien de gigas. On avait à peine quelques textos qu'on pouvait sauvegarder, à aujourd'hui on peut faire des films avec nos téléphones. Et ben ça, c'est grâce au coltan. C'est le coltan qui a permis ce lien-là, en fait. C'est le coltan qui a permis, tout comme avant on avait, vous voyez, des piles, je sais pas quoi, et qui étaient aujourd'hui, grâce au cobalt, par exemple, et ben on peut stocker encore plus d'énergie, et donc on a des batteries au lithium, par exemple. Donc, c'est bien de savoir d'où ça vient et où est-ce qu'on va extraire toutes ces choses-là. Le Congo, malheureusement, porte la malédiction des matières premières, c'est qu'elle a trop de richesses dans ses sols, qui fait qu'elle attire la convoitise du monde entier. Vous avez vu qu'en l'espace le docteur, ça fait plus de 20 ans qu'il soigne le viol comme arme de guerre. Vous avez vu qu'en plus de 20 ans,
Google venait à peine de naître, Ouais. et aujourd'hui, ils sont les plus grands. Ouais. Facebook, Ouais. Amazon, Ouais. toutes les boîtes du numérique ont Ouais. dépassé les Exxon et autres, Exxon. et autres Total, T-Mobile euh, et compagnie. Ouais. qui étaient des grosses Des industries géants d'avant, ouais. depuis un siècle, Mm. en l'espace de 20 ans, 25 ans. Ils les ont dépassés. Donc, Incroyable. tout ça, c'est grâce au numérique. Ouais. Et ce numérique-là, il le doit au sol congolais. Tu te dis que tu fais ta part justement et que tu impactes et que tu répares en fait au travers de l'OBA justement. Parce que du coup, toi, tu arrives aussi comme le médecin Alors, Monsieur donc, Mukwege, mais nous, on a développé du coup une méthode pour leur Ouais. permettre de pouvoir se reconstruire psychologiquement, Ouais. après que le docteur, lui, les ait réparés physiquement. physiquement. Ouais. Nous, on les accompagne dans leur reconstruction psychologique. Et en fait, il s'avère que du coup, en faisant une méthode de danseur et psychothérapeute, un Ouais. binôme, Ouais. qui va mettre en place ça. Moi, je ne suis pas parti pour me dire je fais ma part, je suis parti parce que je me suis dit, en fait, je fais ma part pour le Congo. Oui, j'ai bien compris. Et en fait... Comment je tu suis participes à cette réparation à petite échelle. Et en fait, justement, en allant à cette petite échelle, je me suis rendu compte en fouillant, en allant, en tirant le fil de la globalité du problème. Que c'est un problème qui est mondial. C'est pas un problème qui est congolais. C'est un problème qui est mondial. Hein, aujourd'hui, on utilise tous Instagram, Facebook. Ouais, Moi, ouais, le premier, ouais, je me ouais. fais connaître grâce à Bien ça. sûr, bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est un problème qui est mondial et c'est comment on participe tous, au final, sans le vouloir, à ces viols. Ces viols-là. Et du coup, eh ben, il m'a fallu repenser. Ok, je continue cette action-là, mais il me faut repenser quelque chose de manière beaucoup plus globale. Ou d'utiliser l'outil qui a un impact négatif et le transformer en impact positif. Exactement, renverser le numérique contre Ouais. lui-même. Et du coup, utiliser le numérique de manière sensée, c'est-à-dire qu'il soit à notre service Ouais. et pas qu'on Et pas soit la au service. asservi. Ouais. Et pas asservi. Pas asservi au numérique. Donc du coup, c'est comment on repense aussi notre fonctionnement avec cet outil. Comment on en fait quelque chose qui a du sens. J'adore. Ça me correspond parfaitement. T'as la rage. T'as la rage de vivre. Je sais pas T'as si la ça rage se de voit vivre, ou ça pas. veut dire. Ça se voit, ça se voit. Moi, je te connais personnellement. Il faut absolument que vous lisiez son livre. Ça va vous frapper. Mais aujourd'hui, en 2019, parce que maintenant, tu as eu cet élan, cette visibilité, le livre est en train de s'envoler. J'aime bien le recontextualiser à chaque fois par rapport au moment présent. Aujourd'hui, en 2019, ça veut dire quoi d'avoir la rage de vivre? Si tu devais passer un message, et pour toi-même. La rage de vivre, aujourd'hui en 2019, ça veut dire qu'il faut, tu vois, tout comme l'aïkido, Ouais, prendre cette énergie négative. Tu vois, moi, ça me fout la rage. C'est prendre ces outils numériques où on m'a bloqué avec. J'ai pas choisi d'utiliser. et t'as plus le choix. C'est- Et t'as plus le choix. Tu vois, tu peux pas faire sans mail. Ça n'existe pas. Donc, aujourd'hui où tu es obligé d'utiliser Soit un mail, c'est- soit un réseau social. Ouais. soit un réseau social ou tout autre, ou même rien qu'appeler. Et donc aujourd'hui où tu es obligé d'utiliser ces objets qui portent le sang, c'est comment tu prends cette énergie négative et tu la renverses en fait. Et donc la rage de vivre, c'est comment tu transformes quelque chose de négatif en quelque chose de positif. Comment tu transformes ta vulnérabilité en force. Donc oui, je pense que j'ai toujours la rage de vivre. Dans une interview que j'ai vue de toi sur Le Monde, tu dis que la danse est ton outil de résilience. Mhm. Moi, j'ai fait 10 ans de danse, donc je suis hyper sensible quand j'ai entendu ça. Pourquoi tu dis que la danse est ton outil de résilience? Parce que quand on entend le mot résilience, il y a une forme de combat et de combativité, alors qu'on voit la danse pour quelque chose il y a une force, mais il y a aussi une forme de douceur et de fluidité. Et comment tu t'en sers comme outil de résilience? C'est vraiment Voilà. Mais en fait, c'est rigolo parce que j'en parlais avec des amis il n'y a pas longtemps encore. C'est que, et même mes amis te diront, moi, comment j'ai souvent dansé, c'était avec cette force et cette rage. Et ma danse a souvent été une danse de puissance. Ouais. Et du coup, plus je vieillis,
et plus en fait ma danse devient de plus en plus fluide. Et canalisée, douce. Et du coup, elle envoie toujours autant, Ouais. mais avec beaucoup plus de fluidité. Ouais. Et du coup, avec un mélange. Mais c'est aussi le fait que je me transforme, comme tout à Ouais. chacun. Ouais. À Ouais. Donc, du coup, moi, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de quelque chose qui me permettait d'exprimer toute cette rage négative que je pouvais avoir En toi. en moi Ouais. et que je transformais déjà en rage positive parce que j'étais sur scène et que les gens m'applaudissaient, ils disaient waouh, bravo, alors qu'ils ne savaient pas que en fait, moi, j'étais en souffrance. Et que c'est cette souffrance que je leur racontais. Mais Quand ça te libérait et moi, sortir. moi, ça me libérait. Il fallait qu'elle sorte, comme la cocotte minute, sinon je pétais un plomb. Ouais. Et les fois où je me suis arrêté de danser, j'ai vraiment failli péter les plombs. Donc du coup, ma danse a toujours été ma bouée de sauvetage en fait. C'était grâce à elle que j'ai pu tenir la tête hors de l'eau. Elle me donnait un petit peu à manger, pas beaucoup parce que je fais de la danse congolaise et du coup être artiste et en plus faire de la danse congolaise, bref c'est une niche dans la niche. Et on te dit coucou je panier, tu vois. Donc du coup, et voilà. Deux, c'était par contre socialement, c'était chouette parce que quand je pouvais aller en soirée ou autre, et j'étais tout de suite vu. C'est une époque où on a besoin de l'amour des autres et de la reconnaissance. Et donc du coup, je pouvais sociabiliser très facilement grâce à ça. Moi, j'avais pas besoin d'aller draguer, je savais pas parler, je savais pas tchatcher quelqu'un comme ça. Donc, par contre, tu dansais. Voilà. Tu parles souvent dans tes interviews, ou t'en parles pas trop, mais j'aimerais qu'on crée ça là maintenant, de la question de la honte. En fait, dans ton parcours et dans ton histoire, tu as à un moment été dans la rue, tu as dormi de pote en pote, tu as aussi dormi en squat avec ton frère. Et j'ai trouvé que c'était des passages pleins d'humilité à partager et qui ne sont pas forcément évidents parce qu'on est dans une société où la honte c'est quelque chose qu'on doit cacher et qu'on contient. Quel est ton rapport justement à la honte qui fait qu'aujourd'hui tu as dépassé ce truc-là et quel conseil tu peux donner à des personnes qui pourraient être dans cette situation de compression ou de se sentir contenues, de l'exprimer, qu'est-ce que ça libère Des conseils, franchement, j'avoue, je suis pas trop conseil parce que moi je raconte juste moi mon parcours, mon histoire, et comme mon cheminement en fait. Après, si certaines personnes prennent, comme moi j'ai pris auprès d'autres pour s'inspirer, tant mieux. Mais alors après, comment toi tu as fait moi déjà, c'est vrai que après, moi j'ai eu l'habitude avec mon père qui me trimballait à gauche, à droite, de ne rien dire. Donc pendant très longtemps, j'ai rien dit. Et ça n'a pas été bon parce que ça a fait cocotte minute. Quand mon petit frère est décédé, ça a fait une explosion dans ma tête. J'ai dit, c'est plus possible. Et à partir de là, j'ai dit, je vais tout dire. Donc je suis passé dans l'extrême inverse. Je vais tout dire. Il faut que exprime-toi. Ouais. Et on a créé l'assaut peut-être 1 an avant que mon petit frère décède. Donc, tu vois, c'était prémonitoire. Il n'y a pas de hasard. C'est arrivé, exprime-toi. Et à partir de ce moment-là, on s'est poussé, je me suis poussé à m'exprimer du mieux possible. Avec les mots, mais aussi toujours avec l'art. Le corps et l'art. Et aujourd'hui aussi, j'apprends toujours à m'exprimer. Et souvent, ce qui est drôle, c'est que on me fait souvent la remarque de me dire qu'est-ce que tu t'exprimes bien. Mais c'est parce que tu t'entraînes et que continuellement tu le fais. Continuellement. C'est un je vais pas dire une douleur ou une souffrance, mais il y a cette difficulté quand même. C'est sociétal ou pas? Parce que t'étais pas le premier à me dire ça. Moi j'ai eu ce challenge-là. Je travaille beaucoup et je me pousse beaucoup à m'exprimer. Et on me fait aussi cette remarque. Mais c'est une question d'entraînement quelque part. C'est une question d'entraînement, mais moi c'était un besoin en fait. C'était un besoin, c'était une nécessité. Si ça ne sortait pas, ça allait vraiment, j'allais y passer. Vraiment, c'est sûr. Et donc c'était vraiment une nécessité de
en- même par l'écrit, tu vois, j'ai tellement bloqué à cause du fait qu'on me disait que je faisais plein de fautes d'orthographe, blablabla. Et ben en fait, sur Facebook, j'ai commencé Moi, à tu t'écris écrire des posts qui sont hyper des longs. posts. Et en plus, au début, en me disant, vu que ça va être très long et très mal écrit, La honte, le renvoi, le regard de l'autre. les gens vont pas regarder, ils vont dire oh là là, trop long, tu vois. Les gens sont habitués à des formats courts, Ouais. donc ils vont regarder que le format court. Donc c'est très bien, moi je vais faire un gros post, comme ça les gens ils vont faire ouais, non, vas-y, ça me saoule. Et en fait, Non. les gens lisaient. Ouais. Et petit à petit, ils ont commencé, c'est les gens sur Facebook qui m'ont commencé à me dire mais Boléwa, tu devrais trop écrire un livre. Et moi, je leur avais sorti ma punchline, j'étais trop fier. J'ai dit, moi, je sais me la raconter, mais je sais pas me raconter. Et du coup, ils m'ont dit, c'est n'importe quoi. Et j'étais là. Tu vois, et en fait, petit à petit, j'ai continué. J'ai continué, alors il y a des fois je le fais pas, mais petit à petit j'ai continué. Et maintenant, j'ai appris, après ces posts très longs, à en faire des posts plus concis, mais toujours en mettant Du contenu à du valeur contenu, ajoutée. Ouais. tu vois, toujours du fond, mais sans en mettre des tonnes. Et de plus en plus, maintenant, je vois des gens qui écrivent des longs posts. Et ça fait un moment, mais Moi, j'écris après, beaucoup, j'écris je beaucoup voyais, de posts aussi. après, je voyais que, mais en fait, moi, j'ai commencé ça quand je suis parti faire un road trip en Afrique, Ouais. en 2012, dans 10 pays, et vu que je donnais pas de nouvelles aux gens, quand j'arrivais dans un pays, Tu prends le temps d'écrire. je prenais le temps d'écrire d'un coup. Et donc certains posts, du coup, se retrouvent dans mon livre. Parce que c'est là où a vraiment commencé ce livre. Donc tu vois, depuis 2012, je me suis vraiment entraîné, tu vois, à m'exprimer, à écrire, et face au regard des autres, de soumettre C'est une forme de courage quand même, hein, parce que tu sais. Je sais pas, moi j'avoue, je me regarde pas. Non, donc, mais moi coup... je te regarde, et il y a ces côtés de. Ok, ça peut être violent, ce regard des autres, mais j'y vais quand même. C'est propre aux artistes, ça, quand même. Ouais, voilà, peut-être, sûrement, parce que... C'est plus fort que vous que de... En fait, on est obligé de... tu vois, tu peux travailler des heures et des heures dans ta salle, mais quand tu arrives sur scène, tu sais pas ce que ça donne tant que les autres ne t'ont pas dit, en fait, là, tu vois. Ouais. Et donc, moi, d'un côté, j'ai toujours eu ce sentiment de l'imposteur, de jamais être à ma place et de jamais faire que ce que je fais vaut quelque chose. Ouais. Et en même temps, de l'autre côté, j'ai jamais su faire sans. Ok, je propose ce que j'ai ou ce que je suis. Après, vous prenez pas, mais j'ai pas le choix. Je suis comme ça. Je suis comme ça, c'est qui je suis. Et donc, du coup, j'ai toujours été dans cette ambivalence, une forme de contradiction entre ne pas oser et même trop oser, tu vois. Et je me construis entre cette binarité. Chercher la balance. Pour moi, la créativité et l'art et la création, c'est vraiment ce qui change et ce qui va changer le monde. Est-ce que tu as d'autres projets créatifs qui arrivent et tu peux ou tu veux nous les partager? Alors, j'ai plein de projets, vraiment. Le problème, c'est que j'ai toujours trop de projets. Mais j'en ai un que je peux vous partager. J'ai envie de lancer un cycle de conférences, concertations sur les masculinités. Et, hyper intéressant. Mais en présentiel, ouvert qu'aux hommes. Ok. En non-mixité. En non-mixité, ouais. Pour se re-questionner et en plus porté par moi, mais dans le sens où je représente le mâle hétérosexuel, alpha parce que costaud, qui représente la virilité, blablabla, mais qui se re-questionne sur qu'est-ce que c'est être un homme. Qu'est-ce que c'est être un homme, et reprendre cette phrase d'Erasme qui dit on ne naît pas homme, on le devient. Et on la remettre dans son vrai contexte. Erasme, quand il parlait de l'homme au sens universel. Et on sait très bien que c'était de l'ethnocentrisme et que en fait voir l'homme au sens universel n'existe pas
c'est soit l'être humain, soit l'homme, genre masculin. Ouais. Parce qu'au final, c'est lui qui pense pour tout le monde. Donc, non, ça reste un homme. Donc, et que Simone de Beauvoir avait repris en disant on ne naît pas femme, on le devient. Et là, l'objectif, c'est de reprendre en fait toute la construction qu'ont eu les féministes depuis les années 50-60, mais de le re-questionner. De le re-questionner reprendre en fait, s'inspirer de leur modèle pour l'adapter aux hommes et du coup se re-questionner sur qu'est-ce que c'est être un homme aujourd'hui au XXIe siècle et du coup montrer nos vulnérabilités. J'adore parce que tu construis un safe space où les hommes vont pouvoir s'exprimer parce que mine de rien, dans un espace public où l'homme et les femmes sont présentes, l'homme ne se livrera pas, qu'en partie parce que dans la construction et l'éducation, il doit être celui qui montre que il est pas vulnérable, fort et puissant, etc. Et ça, je pense que ça va être... c'est dommage que je puisse pas y participer, je suis une toute petite souris, mais je pense que ça va faire beaucoup de bien à beaucoup d'hommes. T'as tout dit, c'est exactement ça, pour ça qu'on veut le faire. Mais ce qu'on fait, c'est que toutes les données qu'on va réfléchir ensemble, on va le mettre sur une plateforme pour le confronter du coup au regard de tout le monde et que chacun va pouvoir... mais une fois qu'en présentiel, justement, on aura cet espace de sécurité où chacun peut se livrer sans le regard, sans avoir justement reprendre ses codes sociaux de je suis un homme. Et en fait... il va pouvoir enfin être un homme, c'est-à-dire habiter toutes ses dimensions et toutes ses complexités, sa force et ses faiblesses. On a hâte. Merci beaucoup, Boléwa. Merci infiniment. Merci beaucoup, Laura, vraiment. Merci.